Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Christine, coach à Boxe Thaï 15 et le thème de la semaine dans l'association c'était comment s'améliorer en sparring. Donc je vous propose 7 drills à réaliser au sac de frappe et à adapter éventuellement en shadowboxing qui seront focalisés sur le fait de bien construire sa posture, comment la prioriser par rapport à la touche, aller jusqu'au bout du mouvement, bien protéger sa tête à tout moment et savoir la sortir de l'axe, pouvoir varier les distances mais aussi les intensités et de quelle façon être plus productif, avoir un jeu plus riche à l'intérieur du round. Alors il y aurait beaucoup d'autres exercices à faire, mais on peut déjà commencer avec cette base. On fera également d'autres vidéos sur les conseils généraux de sparring, sur des sparring commentés, etc. pour que vous puissiez avoir une meilleure idée. En tout cas, j'aimerais quand même rappeler que la boxe, c'est un sport relativement simple. Il n'y a pas énormément de compétences à acquérir, mais la difficulté, c'est de les appliquer sous pression. Vous avez les coups qui arrivent, la fatigue qui monte et puis toutes ces émotions négatives qui surgissent naturellement dans l'affrontement. Par exemple, vous pouvez être effrayé par l'adversaire, vous pouvez être frustré de ne pas toucher ou alors avoir une poussée d'ego qui vous empêche de reconnaître les erreurs que vous êtes en train de commettre. C'est tout ça qui fait que une technique que vous maîtrisez même parfaitement tout seul ne va pas forcément sortir proprement en sparring. Et donc c'est tout un jeu que de essayer d'identifier pourquoi, comment est-ce que ces techniques ne fonctionnent pas et essayer d'avoir un esprit plutôt curieux que colérique par rapport à ça. Et donc quand vous avez identifié ces éléments, vous essayez de pouvoir les travailler seul et puis bien sûr avec le partenaire. Et alors là, il faut s'acharner. Il faut vraiment essayer 50, 100, 200 fois de faire passer la technique jusqu'à ce que ça fonctionne. Et ça fait vraiment partie du charme du sport et c'est comme ça que vous allez progresser. Avec l'expérience, vous allez développer tout plein d'astuces mentales qui vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace et à moindre effort. Donc j'espère que cette vidéo va vous servir en tout cas sur la partie solo. Je vous souhaite un bon visionnage et un bon entraînement. Premier exercice, vous n'allez pas trop kiffer puisqu'il va falloir laisser le bourrin en vous de côté, c'est le fait de travailler au ralenti. Donc là, vous disposez de toutes vos armes, toutes les cibles, toutes les défenses, mais vitesse 0.2, 0.3 maximum. Le but est vraiment la qualité du mouvement, c'est-à-dire qu'il faut se forcer à aller jusqu'au bout de la technique dans les rotations, les extensions, mais aussi votre protection. Donc est-ce que vous êtes capable de rester bien posturé durant les frappes? Ça passe par le regard, est-ce qu'il est bien fixé sur la poitrine de l'adversaire? Le nez, est-ce qu'il expire activement sur les actions offensives comme défensives? Les dents, est-ce qu'elles sont bien serrées sur le protège-dents même quand vous désengagez? Le menton, est-ce qu'il est bien enfoui dans la poitrine à tout moment? La main opposée, est-ce qu'elle est bien à mon visage en train de me protéger et pas seulement sur le côté? La tête, est-ce qu'elle est bien alignée avec mon centre de gravité et pas complètement sur le côté? Et est-ce que mon poids est bien réparti entre mes deux jambes, ce qui facilitera la transition vers l'action d'après. Donc les mouvements sont lents, mais votre esprit est rapide et il essaie de penser à toutes ces choses-là en même temps. De plus, il pense aussi à l'action d'après et normalement, il ne devrait pas y avoir de temps mort où vous restez juste comme ça à regarder le sac de frappe. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en sparring, vous avez vraiment tendance à amputer les mouvements parce que vous voulez soit toucher, soit ne pas être touché, mais alors à tout prix. Donc on sacrifie la qualité de la technique, on grille des étapes et ça fait un peu des mouvements saccadés de combat de rue. Malheureusement, c'est des mauvaises habitudes parce que si vous vous entraînez à faire des demi-mouvements, tout ce que vous saurez faire, c'est des demi-mouvements. Donc, quand vous apprenez une technique, il vaut mieux se concentrer sur la qualité de celle-ci, y aller au bout, quitte à se faire contrer. Et encore ça, c'est en plus de l'expérience supplémentaire à encaisser, donc c'est que du bonus. Et plutôt que d'essayer de se concentrer sur les points ou sur les dégâts, quoi. De plus, on se rend compte qu'il y a la béquille de la vitesse. Ça veut dire qu'il y a des mouvements que vraiment on réussit que parce qu'il y a de l'élan. Et quand on ralentit, on se rend compte qu'il y a des parties entières ou des muscles que l'on ne maîtrise pas du tout. De plus, ça permet également de trouver quel mouvement découle naturellement de l'autre mouvement et de commencer à former vos combinaisons d'attaque, de défense, etc. Et enfin, je trouve que ça met vraiment en exergue le fait que la plupart des frappes commencent par la rotation et finissent par l'extension. Et ça, parfois, vous inversez un petit peu les deux et ça donne des choses qui sont précipitées et sans puissance. Le deuxième exercice, vous allez travailler 3 éléments. La posture, les défenses et les contres et le fait de frapper sa propre tête. Alors je m'explique. Bon, pour la posture c'est très simple, vous allez juste reprendre les critères de qualité dont on a parlé précédemment
Et vous ajoutez le piétinement taille, qui se distingue du sautillement de boxe anglaise puisque on essaye de ne pas décoller les deux pieds en même temps de peur de se faire faucher. Ce piétinement est important parce que ça permet d'entretenir une impulsion permanente dans votre corps qui va faciliter l'exécution des techniques. C'est un peu comme si vous démarriez une voiture de zéro, ça demande beaucoup d'énergie, alors que si elle est déjà en train de rouler et que vous accélérez, c'est plus aisé. Ensuite, vous mettez en place des défenses. Alors, ça peut être celle de votre choix, que des parades si vous savez faire que ça, ou des esquives, des attrapés, des déviations, et puis le contre de votre choix. Vous essayez de partir loin de la cible pour vous forcer à avancer sur le contre et à vraiment pénétrer l'espace vital de l'adversaire. Si vous pouvez, vous essayez également de le faire sur le demi-temps, mais vraiment le tout petit demi-temps qui suit la défense, et ce avec conviction, c'est-à-dire vraiment avec l'idée que vous allez toucher en assumant les conséquences potentielles qui sont de vous-même vous faire contrer. Si vous arrivez à sortir la tête légèrement de l'axe, ce serait impeccable. Ensuite, vous frappez votre propre tête. Alors je sais que ça peut paraître un peu étrange, mais c'est une façon comme une autre de pratiquer seul le fait de recevoir des coups au visage. Et donc c'est pas la peine d'y aller très fort, mais régulièrement dans le round vous le faites de façon à vraiment simuler le fait de recevoir des coups. Et donc l'idée de cet exercice, c'est vraiment d'être accueillant par rapport aux frappes adverses. C'est-à-dire qu'on part de l'idée que mince, l'adversaire me frappe, ah chouette, il est en train de me frapper. Parce que vous êtes bien posturé, parce que vous savez que vous pouvez encaisser les coups, que vous avez l'habitude, et que vous pouvez exécuter une très belle défense et un très beau contre. Pourquoi c'est important? Parce qu'en sparring, effectivement, l'une des plus grandes difficultés à surmonter, c'est l'appréhension à recevoir des coups. Et ça nous sidère et ça nous empêche complètement d'exprimer notre jeu. Donc, je conseille souvent aux débutants de prendre le maximum de coups possible pour dédramatiser, mais quand on est tout seul, on essaye aussi de travailler avec son imagination et des rounds qui sont plus défensifs et sur la riposte. Ensuite, c'est aussi important de comprendre ce que c'est qu'un contre, c'est-à-dire qu'au lieu de faire à tour à moi, je coupe la parole de l'adversaire et j'essaye de insérer entre deux de ses actions ma propre action et de montrer que c'est moi le boss, que c'est moi qui ai la meilleure maîtrise en fait du jeu. Alors, le troisième exercice est relativement simple par rapport au précédent, puisqu'il s'agit simplement, entre guillemets, de vous concentrer sur la protection de votre tête, et je dirais même précisément de voir l'intérieur de vos gants à tout moment, que vous soyez en train de vous défendre ou que vous soyez en train d'attaquer. Ici, vous disposez de toutes les armes, toutes les cibles, toutes les défenses, mais vous bossez sur un mode qui est déjà un peu plus réaliste. Donc, il y a des entrées-sorties, vous faites des combinaisons de 2 à 4 coups maximum en essayant d'alterner avec les défenses, et puis votre vitesse est plus normale. Bien sûr, vous pouvez appliquer toutes les choses qu'on a vues précédemment, notamment la posture, le plus important, mais également les déplacements, les défenses et les contres. Ceci étant dit, la priorité doit vraiment être sur la protection de votre tête, c'est-à-dire la position du gant par rapport à votre visage, et est-ce que vous êtes capable de fermer cette fenêtre devant vous, cette petite meurtrière par laquelle l'adversaire va vous contrer. La hauteur en fait de votre gant, c'est la paume qui doit être au niveau des yeux, ou alors au moins le haut du gant est au niveau des yeux. Là sur mes gants vous voyez il y a des lacets jaunes, hormis le fait que ce soit stylé, ça permet de constituer un repère visuel. Donc si je vois bien les lacets c'est que c'est bon, si je les vois moyens c'est que c'est moyen, et si je les vois pas du tout c'est qu'il y a un problème. Sachant qu'en boxe, votre vision doit toujours être obstruée par une partie de votre garde. Si vous avez, on va dire, un champ visuel trop clair, c'est que votre défense, elle n'est pas bonne. Et donc, c'est tout un jeu que de savoir travailler autour de cette barricade et de ces angles morts. L'idée de l'exercice est de prendre conscience de ces hauteurs. Donc on parle beaucoup de la hauteur des gants, mais il n'y a pas que ça qui contribue à votre protection. Il y a aussi la hauteur du menton, la hauteur des épaules, la hauteur à laquelle vous frappez. Et donc tout ça est essentiel pour pouvoir réduire au maximum vos vulnérabilités à tout moment. Là vous bossez seul devant le sac, mais idéalement il faudrait également avoir le retour du miroir ou le retour de la vidéo pour pouvoir matcher vos sensations avec la réalité. Parce que souvent on a l'impression que la garde est assez haute, mais en fait elle ne l'est pas. Et donc si vous ne corrigez pas justement ces sensations, vous n'allez jamais vous améliorer. Et donc quand vous vous re-regardez, vous allez vous dire « Ah ce feeling correspond en fait à une garde basse et ce feeling correspond à une garde haute, j'ai compris ».
En sparring, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que l'un des principaux problèmes, c'est que vous avez deux modes, soit défense, soit attaque. Et quand on est en défense, la garde elle est hermétique, c'est magnifique et tout. Mais quand on passe à l'attaque, le menton se lève, les épaules se baissent, et puis là, les mains reviennent plutôt à la poitrine ou à la hanche type karatéka. Et donc celui qui est capable de faire preuve de la vigilance nécessaire pour pouvoir toujours maintenir ses lignes de hauteur sera en priori le moins touché, ce qui est le but du sparring. Alors, on arrive sur le quatrième exercice qui va consister à sortir sa tête de la ligne de mire. Comme tout à l'heure, vous disposez de tout votre arsenal que vous utilisez sur un mode un peu réaliste. On essaye de penser à tout ce que l'on a fait auparavant et de cumuler ces éléments dans son jeu. Donc la posture, les déplacements, les défenses et les contres et la protection de la tête. Et maintenant, on va ajouter puis prioriser le fait de sortir sa tête de l'axe mais d'une façon quasi compulsive. Les gens qui regardent nos vidéos ou même qui boxent depuis un certain moment sont familiers avec la notion de ligne de mire, qui n'est pas toujours facile à définir parce qu'en gros c'est la zone qui est projetée devant l'adversaire et dans laquelle il peut vous frapper. Moi, souvent je la décris comme étant le faisceau de lampe qui est dessiné par les deux bras de l'adversaire quand il est en garde. Il essaye de vous emprisonner à l'intérieur pour pouvoir vous tirer dessus. D'accord ? L'idée, du coup, c'est bien sûr de rester en mouvement dans le but de l'empêcher de verrouiller la cible et de vous frapper convenablement. Mais en même temps, il ne faut pas le faire de trop parce que sinon vous allez compromettre votre stabilité, ce qui vous empêchera totalement de passer à l'action. Donc comment accomplir cette sortie, sortir sa tête de l'axe? Eh bien, soit vous utilisez vos jambes, soit vous utilisez le haut du corps, la tête, donc faire des esquives en gros. Ça, vous pouvez, c'est des actions que vous pouvez réaliser soit avant la frappe, soit après la frappe, soit pendant la frappe. Donc je m'explique. Par exemple, le déplacement. Soit vous vous déplacez avant puis vous frappez, ou alors vous frappez puis vous vous déplacez, ou pendant que vous frappez, vous vous déplacez. Tout ça fera que vous constituerez une cible moins facile. C'est pareil pour l'esquive. Soit vous esquivez avant, puis vous frappez, soit vous frappez, puis vous esquivez, soit vous esquivez pendant. Et ça, c'est l'option qui est la moins intuitive parce que pendant que vous allez frapper, vous allez être obligé de sortir légèrement la tête sur le côté et donc de briser cet alignement dont on pensait qu'il était sacré pour votre posture. Ceci étant dit, quand c'est bien fait, intelligemment, eh bien, ça peut augmenter la puissance de votre frappe et ça peut réduire les chances d'être contré. Bon, pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en sparring, l'une des erreurs que l'on voit fréquemment, c'est que les gens travaillent, pieds plantés dans le sol, mais comme un arbre enraciné. Et ils ont peu cette notion de déplacement en 3D par rapport à l'adversaire, c'est-à-dire prendre les angles, prendre le dos, et encore moins tous ces micro-déplacements de sortie de tête hors de l'axe. Et donc l'idée c'est vraiment que pendant l'exercice mais aussi pendant le sparring, vous vous imaginez comme dans un jeu vidéo, vous voyez le faisceau laser qui sort en fait des yeux de l'adversaire et vous ne voulez pas être à l'intérieur au risque de vous brûler. Très bien. Finalement, on va faire la vidéo en deux parties puisqu'il reste 3 drills derrière et que ça commence à devenir un petit peu long. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, ce contenu est présenté en toute humilité. Tous les conseils que je vous ai donnés, ce sont des erreurs que j'ai faites, que je continue à faire, y compris durant les exercices filmés. Donc, n'hésitez pas à les pointer et à nous faire des retours dans les commentaires sur ça et sur les choses que vous aimeriez voir sur la chaîne. En attendant, checkez le reste de nos publications et venez vous entraîner avec nous, Boxe Taille 15 de Paris 14e et 15e. Merci pour votre visionnage et je vous souhaite un très bon entraînement.